Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Médias Croisés. Dès aujourd'hui, les partis politiques, les personnalités nationales, les associations seront destinataires des propositions d'amendement de la Constitution. Par la suite, ces interlocuteurs seront invités à des rencontres à la présidence de la République qui seront entamées au début du mois de juin prochain pour exposer et débattre de leur point de vue, faire des commentaires et éventuellement des contre-propositions. À la demande du président de la République, c'est Ahmed Ouyahia, directeur du cabinet à la présidence de la République, qui aura à mener les discussions. Quelle constitution pour l'État algérien? Quel régime sera instauré? Quelle sera la démarche à suivre? Un débat qui a fait les choux gras de la presse cette semaine. Et c'est justement autour de tout cela qu'on parlera ce soir avec mes deux invités. Monsieur Hassan Wali, bonsoir, journaliste à Al-Watan. Monsieur Amini Chikr, journaliste à la Tribune, bonsoir. Donc, comme je viens de le dire, la Constitution, la révision de la Constitution, elle a fait la une de toute la presse tous les jours durant cette semaine. Et le débat, mais pour le moment, le débat ne concerne pas le contenu, mais beaucoup plus la mouture et quelle démarche sera suivie, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai qu'il y a d'abord un problème au niveau de la forme. Cette offre de dialogue pose beaucoup de problèmes parce qu'il faut remarquer que l'opposition n'est pas très satisfaite de la feuille de route du président de la République. Tout le monde s'attendait à une espèce de conférence nationale où tout le monde va se réunir, les autorités et les partis politiques de l'opposition. Et au final, après la présidentielle, donc c'est le président de la République qui a décidé de nommer, de confier la mission de recevoir les consultations à M. Ahmed Ouyahia. Et donc il y a comme ça commence un peu mal de mon point de vue, en ce sens que on a l'impression que la présidence et donc le président de la République veut maintenir toutes les cartes entre ses mains et pour orienter éventuellement. Il invite au dialogue. Oui, il invite le dialogue, mais le dialogue, la Constitution, la logique aurait voulu que une révision de la Constitution fasse l'objet d'un large débat au niveau national, pas uniquement pour les partis politiques, tous les partis politiques bien entendu, mais aussi le mouvement associatif, sous la forme par exemple des États généraux, d'une conférence nationale ouverte, pour qu'il n'y ait pas de susceptibilité. Mais là, de mon point de vue, cette façon de faire, elle pêche quand même. À l'arrivée, il n'y aura pas de consensus. Déjà qu'on a vu que beaucoup de partis politiques, notamment ceux de l'opposition, une quinzaine quand même, bon, c'est vrai qu'il y a des petits partis politiques, mais en démocratie, on ne peut pas dire que ça reste un parti politique absolument. On ne peut pas dire que tel parti ne représente rien du tout. C'est tous les Algériens, toutes les associations, toutes les personnalités nationales éventuellement qui peuvent apporter un plus à cet édifice parce que c'est important. Une constitution, ce n'est pas un petit document, c'est un document qui engage l'Algérie sur 40 années. Donc la logique voudrait qu'il fasse consensus, vraiment qu'il n'y ait pas de mécontents, que tout le monde exprime son point de vue, donne sa façon de voir l'Algérie de demain. C'est une Algérie que les nouvelles générations vont hériter. Donc j'aurais voulu, moi personnellement, qu'il y ait un large débat autour de la question. Voilà. Mais dans le format actuel, il me semble que c'est mal parti quand même. D'accord. Monsieur Michik? Je suis pas tout à fait d'accord avec mon confrère et ami Hassan, pour une simple raison, c'est qu'on ne peut pas revenir à la Constitution, les démarches de révision constitutionnelle comme celle de 1976, où on a permis à pratiquement tous les citoyens de discuter, de débattre, comme pour la charte de 1976, mais en fait le pouvoir a imposé sa vision qui était une république socialiste. Le socialisme était inscrit dans la Constitution comme étant irrévocable pour l'avenir de l'Algérie, etc. Les consultations qui sont menées, c'est pour reprendre l'avis, je pense, de la majorité de la classe politique, y compris de celle qui ne participera pas, puisqu'elle est en train de s'exprimer par ailleurs. Et on connaît plus ou moins la position des différents partis qui la composent. Bon, ce qui fera consensus, c'est pratiquement le statu quo. Je ne vois pas réellement une réforme constitutionnelle profonde au regard de la classe politique et au regard de la démarche entamée. Donc ce ne sera pas une grosse réforme constitutionnelle.
Là, justement, on parle d'une constitution qui sera consensuelle. Est-ce qu'on peut en parler en l'absence de l'opposition qui refuse de prendre part au débat? Justement, quand on a l'objectif et l'ambition de rédiger une constitution consensuelle, il me semble que la principale chose à faire, la moindre des choses à faire, c'est de réunir un peu tout le monde, tout le spectre de la classe politique. Donc, je rebondis à ce qu'a dit tout à l'heure Amine. En 1976, c'était la charte nationale. On est en 2014, on n'est pas en 1976. C'était le parti unique. Réunir, oui, d'ailleurs. Mais si vous appelez tous les partis politiques au Palais des Nations, les inviter à discuter de la Constitution, ce n'est pas une hérésie du tout. Inviter les personnalités nationales, on ne va pas appeler les citoyens de Bouchgouf ou de Barika à venir au Palais des Nations. Il y a des représentants, il y a une société civile, il y a les partis politiques, il y a les personnalités nationales, les acteurs associatifs, les patrons, tout le monde, tous ceux qui peuvent apporter, les autorités savent qui sont ce qu'on appelle les forces vives de la nation, un peu les gens qui pensent, qui réfléchissent pour cette nation. Je pense que là on parle de la même chose parce que le président il a invité à un dialogue qui sera mené par M. Ahmedou Yahya. Il a invité. Encore une fois, moi j'ai des réserves. Je partage un peu les réserves qu'ont fait certains partis politiques, enfin même beaucoup de partis politiques. Le format de ces consultations, il est erroné. Moi, il y a une arrière-pensée de vouloir orienter ce qui va être révisé dans cette Constitution. Moi, Amine dit qu'il n'y aura pas ça ne va pas être quelque chose d'extraordinaire, cette réforme constitutionnelle, ça va être une espèce de saupoudrage, mais ce n'est pas ce que j'ai entendu de la bouche des autorités, y compris le président de la République qui a parlé d'une réforme profonde. Réforme profonde, ça va toucher les équilibres des pouvoirs, on va redéfinir la nature du régime en Algérie, parce que jusqu'à présent, l'Algérie, c'est un régime hyper présidentiel. C'est le président de la République qui détient tous les leviers de pouvoir. On ne peut même plus parler de militaire, primauté du militaire sur les civils. Le président de la République, il règne en maître. C'est un président et demi, et non pas un 3/4 de président. Donc, il s'agira maintenant de définir le régime politique qu'il faut à l'Algérie, à la lumière de toutes les évolutions politiques, culturelles et économiques du pays. Beaucoup réclament, par exemple, un régime parlementaire. Ils ont tout à fait raison. Quand vous avez un parlement solide qui est représenté, qui représente véritablement le peuple, c'est-à-dire des élections sans fraude, c'est un garant de la démocratie. Dès qu'il y a un petit pépin, un petit problème dans la société, les députés se saisissent de la question pour interroger un ministre, pour déclencher une commission d'enquête. Ça, c'est un régime parlementaire, c'est un très bon modèle. Mais il est vrai que l'adapter à la situation algérienne, il faut peut-être prendre en considération l'évolution des choses. Est-ce qu'on ira vers un régime semi-présidentiel, qui est un petit peu un mélange entre le présidentiel et le parlementaire? Tout ça, je pense que chaque Algérien, chaque parti politique a le droit et le devoir de donner son point de vue. Et il n'appartient pas au président de la République, qui va quitter le pouvoir au maximum dans 5 ans, et son régime aussi, de décider comme ça d'autorité que c'est comme ça et ce n'est pas comme ça. Et donc il n'y a pas de consensus. On commence par un dissensus. De mon point de vue, c'est un dissensus. Et c'est dommage. On suit des débats sur les chaînes de télévision privées et tout le monde dit la même chose. Et j'ajouterai une chose, c'est que Ahmedou Yahya, je suis désolé, c'est un commis de l'État, mais ce n'est pas quelqu'un de garant d'une transparence, d'un choix vraiment démocratique. On connaît son cursus, on connaît son itinéraire politique. Je pense que c'est une façon de fermer le jeu. Je pense que s'il a été choisi, c'est parce que... Il a été choisi par le président de la République. Le président, il est partisan, il a ses soutiens. Discussion, non pas pour donner son avis, je pense. Je vous rappelle... Parce que le président dit que ça va être fait dans la transparence la plus absolue. Tous ces contacts et ces consultations pour qu'on permette à l'opinion de suivre le déroulement. Donc, je vous fais rappeler, Siham, en 2012, le président de la République a confié à une commission présidée par le général Touati et Ben Salah, la commission de recueillir éventuellement les avis des partis politiques. Ben Salah et le général Touati, c'était le binôme. C'est eux qui avaient fait même la conférence de dialogue national en 1994. Ils ont reçu, c'était le bal, tout le monde allait chez Ben Salah, prendre un thé et faire ses propositions. Qu'a-t-on fait de ces propositions? C'est un aveu d'échec. Là, il nomme Yahya pour
pratiquement la même mission. Qu'est-ce qu'on a fait des propositions de 2012? Maintenant, il va les resoumettre encore une fois à ces nouveaux invités. Ça, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. En démocratie, dans une république, ce n'est pas comme ça qu'on sait. L'idéal aurait été, déjà, la première erreur qui a été commise, c'est d'avoir organisé des élections législatives avant de revoir la Constitution. C'était à mettre la charrue avant les bœufs. Il aurait fallu réviser la Constitution, définir la nature du régime, puis aller vers... Ça n'a pas été fait pour une question de... Et donc, il y a une incohérence dans l'agenda politique du gouvernement. Ça n'a pas été fait, j'imagine, pour une raison de calendrier. Vous avez du mal, les partis... Parce qu'il y a eu déjà la situation régionale qui ne le permettait pas, la situation interne qui ne le permettait pas aussi. Il y a eu aussi, après les élections présidentielles... Il y a des subterfuges qu'on trouve pour justifier... Bien sûr. Il y a eu l'agenda du président qui l'a mené comme il a voulu. Qu'on peut être d'accord, on peut pas être d'accord, c'est autre chose. Moi, j'aurais été à sa place... Évidemment, j'aurais commencé par la révision de la Constitution pour faire la révision de la loi sur les partis, etc. Et ça, il a fait l'inverse. Toute la démarche a été inversée que celle que j'aurais voulu, moi, voir. Donc c'est un échec. Dit qu'il a échoué. Il s'est trompé de... C'est sa démarche. C'est une démarche. Mais c'est pas le Coran. Attends. Toi-même, tu dis que si c'était moi, j'aurais fait autrement. Moi, j'aurais fait autrement. Mais c'est lui qui est président de la République, c'est lui qui fixe les échéances, c'est lui qui fixe son agenda. On peut ne pas être d'accord, mais on ne peut pas dire que c'est faux, j'imagine. Pourquoi? Il a échoué. La preuve, il... Pourquoi parler d'échec? Non, c'est un échec. C'est un échec, bien sûr. C'est un échec. À partir du moment où tu adoptes une démarche et au final tu n'as rien du tout, tu es obligé de nommer une autre commission, une autre personnalité. Je pense que la convention au final, il a eu une mouture qui n'a pas dû lui plaire et qu'il resoumet à débat. Et pourquoi? S'il était vraiment animé d'une volonté de faire avancer la démocratie en Algérie, c'est les partis politiques qui l'ont proposé. Pourquoi il ne va pas l'aimer? Ce n'est pas lui, c'est le peuple, c'est la classe politique, c'est toutes les personnalités nationales. C'est censé être un projet consensuel. Mais non, c'est pas sa volonté à lui. Mais encore une fois, on se trompe encore une fois sur la Constitution. La Constitution de 62 aurait pu être consensuelle. Parlons pas de 62. 62, c'était la constituante. Et on a fait un coup d'État à la constituante. Et tu sais très bien. On va pas 62, ça aurait été une constitution consensuelle. Quand De Gaulle a fait la constitution de la Ve République, il n'a consulté personne. Il s'est appuyé sur les forces dont il a voulu. Il a proposé le régime qu'il a voulu. Il a été accusé par l'opposition à l'époque d'avoir mis en place une constitution qui permettait le coup d'État permanent. D'accord. Mais pourquoi tu reviens à chaque fois? Non, parce que l'Algérie, on est en 2014. En 2014, la France continue à fonctionner avec la Constitution de 58. Ouais. Parce qu'elle a été imposée par un homme et elle continue à faire consensus. C'est-à-dire que même quand l'opposition a pris le pouvoir, elle n'a rien changé fondamentalement dans cette Constitution. Parce que c'est une démocratie en France. La France, c'est une démocratie. C'est une vraie république. Un parlement républicain qui est élu. Tout est relatif. Il n'y a pas de fraude électorale en France, tu sais. Il y en a fraude électorale. Pas très loin. 48. Non, mais 48. Pas très loin. Mais apparemment, tu as une démarche passiste, toi. À chaque fois, tu reviens à 62, 48. On est en 2014. On est journaliste. Ça ne prend rien. Ne me reviens pas en 48 pour m'expliquer. Le président Bouteflika lui-même a dit que toutes les élections algériennes ont été truquées. Il a parlé d'élections à la Niger, y compris les siennes. Oui. Tu vois? Oui, le président lui-même. Je lui reconnaissant au moins d'avoir la lucidité d'avoir reconnu qu'il y a eu. On était entièrement d'accord là-dessus. Mais voilà, pourquoi tu défends alors? Je ne défends rien. J'explique. Je ne défends pas. Tu ne laisses pas parler. Toi, tu es dans la position de l'accusateur. Toi, tu es dans la position de l'accusateur. Moi, je suis dans la position de celui qui explique. Moi, je ne défends rien. Moi, je ne suis pas un accusateur, je suis un journaliste. On est là pour débattre d'un sujet, quand tu décides et tu portes un jugement de valeur en tant que journaliste et tu dis c'est un échec. C'est un échec, oui. C'est un jugement de valeur. C'est ma propre lecture. Oui, bien sûr. C'est un jugement de valeur. Totalement. D'accord. Ok. Moi, je ne suis pas là pour faire des jugements de valeur parce que je considère que la classe politique a tellement été remplacée par les journalistes qu'on a réduit la classe politique à ce qu'elle est aujourd'hui. Opposition et parti du pouvoir ou du régime ou du système, comme vous voulez. C'est un point de vue, je le respecte, mais je ne le partage pas. Tellement on a critiqué l'opposition, tellement on a accusé les partis politiques d'être tous composés de corrompus, de voleurs, etc., que c'est un des facteurs qui fait que l'abstention est très importante. Ce qui fait qu'on ne les écoute plus. Très peu de journaux donne la parole au président et aux chefs de partis politiques. On considère que tel parti est petit, tel parti est grand. On considère que tel parti est celui de l'administration. Or, on a bien vu que le parti de l'administration qui est actuellement au pouvoir
ni le RND, ni le FLN, ni Hamas, ni le MPA, ni TEJ, ni le RCD, ni le FFS, ni autre. C'est le parti de l'administration. La majorité des cadres qui composent le gouvernement, c'est le parti de l'administration qui est le parti le plus puissant. Maintenant, alors qu'on considérait que le DRS était le parti le plus puissant. Mais maintenant, on voit bien que c'est le parti de l'administration qui est le plus puissant. Tout ça, c'est de la faute, pour une bonne partie, des journalistes. Parce qu'on a eu trop de jugements de valeur, il faudra que ça cesse. C'est la meilleure. Il faudra que ça cesse, bah oui. Tu fais un procès de ta corporation. Je fais le procès de ma corporation. C'est un avis. Je suis désolé de t'entendre dire ça. Je fais le procès de ma corporation. Complètement déplacé. Parce qu'on doit l'avoir, ce débat, à un moment donné. Il faut qu'on ait ce débat à un moment donné, les yeux dans les yeux, et qu'on revienne aux règles de l'éthique de la déontologie. La déontologie, bon, maintenant, pour revenir au sujet du jour, qui est la Constitution. Toi-même, tu es engagé dans le soutien au président de la République. Tu ne vas pas nous apprendre ce que c'est que l'éthique, alors tu es engagé. Tu as pris un congé dans ton journal pour aller faire la campagne électorale. Exact. Mais moi, je n'ai pas utilisé mon journal pour faire la campagne pour Ben Felice. Moi, je n'ai pas de journal. Je te fais savoir, je n'ai pas de journal. Moi, je suis journaliste Hassan Mouali. Je n'engage que ma petite personne. Moi, je suis journaliste. Moi, je réfléchis selon ce que ma conscience me dit. Moi, je suis journaliste Amine Chikr. Je travaille pour le quotidien La Tribune et je n'ai pas honte de le dire. Moi aussi, je suis fier de bosser à Ouattane. Mais Amine Chikr, le citoyen, peut avoir les engagements qu'il veut en politique. Oui, absolument. D'accord. Il y a des journalistes qui ont utilisé... Un journaliste, ça reste un citoyen. Il y a des journalistes qui ont utilisé la tribune de leurs journaux pour devenir des militants politiques. Ça, je le regrette. Pourquoi un journaliste n'a pas le droit d'avoir des choix politiques. Il fait de l'information, moi j'ai des choix politiques. Non, j'ai dit utiliser la tribune de son journal, de son quotidien. À partir du moment où mes courbes et les courbes de mon journal se croisent, il n'y a aucun souci. Il faut le laisser aller continuer. C'est un journal d'opinion d'abord. Il y a des idées. En tous les cas, le directeur de la publication, s'il estime que ce que vous écrivez ne cadre pas avec sa ligne éditoriale, il va vous dire non, il n'est pas question. Mais jusqu'à preuve du contraire, si ça marche, pourquoi pas? Si mes idées, il les partage, la direction du journal les partage, tant mieux. Mais en tout cas, ce qui est essentiel, c'est que je n'écrirai jamais le contraire de ce que je pense. Voilà ma ligne de conduite. Moi, je suis pas un mercenaire de la presse. Je suis un journaliste et j'assume totalement tout ce que j'écris. Je l'assume totalement. Mais je parle de ma petite personne. Mais ça, je te connais assez pour... Moi, je ne parle pas au nom des autres journalistes, y compris des collègues. Chacun est libre de... En tous les cas, moi, j'assume ce que j'écris. J'assume éventuellement mes choix politiques, je les assume. Il n'y a aucun souci. Mais heureusement que je respecte tes choix politiques. Mais c'est pour revenir simplement à la Constitution, encore une fois, à la Constitution devra régler y compris ce genre de petits problèmes. Et donc, ce n'est pas tant la nature du régime qui m'importe, c'est le comportement des acteurs politiques qui m'intéresse. Cette Constitution, elle ne sera pas fondamentalement changée. Parce qu'il n'y a pas de consensus ni sur la nature du régime, ni sur la nature ni sur le modèle de société. On prendra simplement l'article numéro 2, il ne fait consensus nulle part. L'article « l'islam, religion de l'État » ne fait consensus nulle part. Si. Il ne fait consensus nulle part. D'où est-ce que tu tiens ça? Les laïcs veulent le supprimer. Les laïcs, ils représentent combien? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez un sondage? Vous avez un sondage? C'est un pays musulman. Bon, après, les laïcs sont en train de s'allier, y compris avec le FIS, pour essayer de trouver une démarche consensuelle, contraire autre que celle du pouvoir, pour arriver à le changement qu'ils jugent nécessaire. Voilà pourquoi moi, j'aurais souhaité que tout le monde participe à ces consultations, non pas dans le format. Ils sont invités à participer. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Je vais juste expliquer une idée, que le débat, il est important. Toi, tu es en train de dire que l'article 2 ne fera pas consensus. Moi, je peux dire, je n'ai pas de données chiffrées, mais je suis incapable de dire qu'il ne fait pas consensus. Laissons les Algériens parler, laissons les partis politiques, les associations, tout le monde, comme ils l'ont fait en Tunisie. Ce n'est pas une hérésie. La Tunisie, ça a été une constituante. J'aurais aimé que ça soit une constituante en Algérie. Bien sûr. C'est une constituante. Faute de pouvoir aboutir, rédiger une constituante, essayons au moins d'ouvrir le débat sur les questions de société, les questions sociétales, islam, religion de l'État. Est-ce que vous êtes d'accord? Je fais un tour de table, tout le monde va s'exprimer. Les communistes, il va vous dire, non, il n'est pas question, un laïc aussi, un islamiste, il vous dit oui, non, pour moi. Après, c'est la majorité, je suis désolé. On est en démocratie, tout le monde s'exprime. Vous n'avez pas le droit d'exclure qui que ce soit. C'est ça la démocratie. Mais il me semble que dans la démarche de la présidence de la République, la démarche de la République, ne se sont exclus que ceux qui ont refusé d'y aller. Non, mais parce qu'il y a le monopole. Je t'invite chez moi pour qu'on discute d'un truc chez moi. Non, je suis désolé. Il y a vice de forme là. On se met d'accord, on va à Club des Pins, tout le monde, je dis bien tout le monde, président,
quitte à ce que la présidence organise, ok, il n'y a pas de problème, mais il faut laisser tout le monde s'exprimer, y compris. Tu as parlé tout à l'heure des gens du FIS, oui, je les associe, il n'y a aucun souci. De toute façon, ils ont payé leur tribut, il n'y a pas de souci. C'est pas moi, je ne vais pas me remplacer, je ne vais pas me mettre à la place de la justice, elle les a blanchis. Ali Belhadj ou la XY qui s'expriment sur les plateaux des chaînes de télévision, y compris privées, je ne vois pas pourquoi on ne les associerait pas. C'est des Algériens, ils ont payé leur dette à la société, pourquoi pas? Et combien même je ne partage pas alors complètement son programme et ses idées. Mais je l'invite, c'est un Algérien. Il faut se départir de cette ligne de conduite qui consiste à pratiquer l'ostracisme et l'exclusion. Tous les Algériens, sans exclusive, ont le droit et le devoir de dire ce qu'ils pensent et de s'exprimer sur l'avenir de leur pays. On n'a pas le droit de monopoliser parce qu'il y va du projet de société, de l'évolution du pays. Moi, je pense que... N'est-ce pas ce qui est dit autrement par l'appel du président de la République à un débat général, je le rappelle. Hassan, il faut le laisser parler. Mais il y a un préjugé déjà... on ne sait pas. On sait que les personnalités et les partis politiques rencontreront Yahya dans des tête-à-tête qui seront sanctionnés par des communiqués. Par la suite, on ne sait pas quelle forme ça prendra. S'il y aura une mouture qui sera rédigée au niveau de la présidence ou autre et qui sera reproposée dans le cadre d'un dialogue général comme ça s'est fait en 1994 et autres, on ne sait pas. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que Yahya a envoyé... on enverra à partir de demain. D'aujourd'hui jeudi. D'aujourd'hui jeudi, la mouture rédigée par la commission d'experts et qu'elle sera étudiée par les partis politiques et ils apporteront leur réponse à partir du 1er juin. Par la suite, quelle forme ça prendra? Personne ne peut préjuger, sauf ceux qui ont des informations ou qui connaissent tellement bien les gens du système et du sérail qu'ils savent déjà comment ça va se passer. Et c'est dommage. Comment ça va se passer à votre avis? Est-ce qu'on ira vers un référendum? Est-ce qu'on va appliquer l'article 174 ou bien le 167 de la Constitution? Donc, quelle forme pourra adopter, pardon? Toute la problématique est là, justement. On est à la veille d'une révision de la Constitution, la loi fondamentale du pays qui engage l'Algérie sur 40-50 années, et on ne sait pas comment ça va se passer. C'est quand même... Dans le communiqué qui sanctionne... C'est dommage pour mon pays. Moi, personnellement, oui, j'ai lu le communiqué. Il dit que ce texte fera alors l'objet de la procédure relative à la révision constitutionnelle sur le fondement de l'article 174 ou 167 de la loi fondamentale du pays, qui est en vigueur. Donc, quelle forme prendra? Quelle lecture? On ne sait même pas s'il y aura un référendum. Je vais vous faire une remarque, par exemple. En 2008, quand cette histoire de référendum au Congrès du Parlement qui adopte une constitution. En 2008, quand le président de la République avait fait sauter le verrou du 4e mandat, c'est-à-dire ouvrir les médias, la limitation des médias, des mandats. Et puis, il y avait notre disposition, c'est le chef du gouvernement aussi qui devient Premier ministre. Il a touché aux équilibres du régime. Normalement, ça devait passer par un référendum. Il a touché les équilibres. Quand un Premier ministre, quand un chef du gouvernement, qui a beaucoup de prérogatives, relisez l'ancienne Constitution, les attributions d'un chef du gouvernement. Il a lui-même un programme qu'il soumet à la PN. Vous vous souvenez très bien que Ahmed Ouhiya, dont on parle tout à l'heure, il a été quasiment empêché d'aller au Parlement pour présenter ça. Il s'est auto-limogé un petit peu. Alors il devient Premier ministre. Premier ministre actuellement, Abdelmalek Sellal, ou avant lui, Ahmed Ouhiya, c'était des coordinateurs. C'était un super ministre, on va dire. Voilà, il coordonne. Voilà. Il n'y a même pas un conseil du gouvernement. On dit réunion du gouvernement. Il a touché aux équilibres en 2008, mais ça n'a pas empêché le président de la République de réunir le Congrès du Parlement et de faire adopter la révision constitutionnelle. Donc voyez-vous, le pouvoir, malheureusement, il ne s'encombre pas de formules pour faire aboutir sa feuille de route. Il ne fait pas... Moi, personnellement, si j'étais président de la République, et je vois que 15-20 partis refusent de participer à des consultations politiques que je lance, je vais réfléchir à 2 fois. Ça me grandit en tant que chef de l'État. Bon, il n'est pas question, il y a des islamistes, il y a des laïcs, il y a des qui se sont ligués, ils disent qu'ils ne sont pas d'accord. Moi, je vais dire, bon, moi qui voudrais aboutir à une constitution consensuelle, véritablement consensuelle, j'aimerais bien que ces gens participent. Et je vais demander pourquoi ça marche pas. Mais il les a invités à participer. Oui, invités, oui, d'accord. Mais ils sont contre, encore une fois, ils sont contre le format des discussions. Aller voir où Yahya, il prend note et tout ça, et puis c'est un peu, je ramasse les copies, merci beaucoup, et je vous cuisine une constitution. Ça, moi aussi, c'est ce que je pense.
Je partage un peu ce que... C'est pas parce que l'opposition dit ça que moi-même, par mimétisme, je reprends ça, mais moi-même, en tant qu'Hassan Wali, en tant que journaliste, je pense que c'est c'est un petit peu ça. Il faut ouvrir, il faut aller... Voilà, une Algérie libre et heureuse, c'est à ce titre. Il faut faire participer tous ces enfants. C'est comme ça. C'est comme ça, malheureusement, je vais le dire, hélas, on risque encore une fois de rater un virage. Oui. Alors que, bon, vous avez fait très bien tout ce qui s'est passé pour ce 4e mandat, ça a été une pilule difficile à faire passer, mais après ça, en principe, on va donner des gages que l'Algérie va désormais prendre le bon chemin. Et tel que ça commence, malheureusement, rien ne dit que ça va dans le bon sens. J'espère qu'ils vont réfléchir à deux fois. Je ne sais pas, moi. À propos de la forme. Que ce soit dans la forme ou dans le fond. Moi, quand quelqu'un invite quelqu'un et que le type lui tourne le dos, il lui dit « je ne veux pas te parler, tu n'es pas beau, tu es moche, je ne te parle pas, je ne t'aime pas et je ne parle pas ». Que va faire la personne qui a invité à discuter? Il faut bien que le processus avance, il faut bien qu'il arrive à un terme et qu'on puisse passer. On oublie qu'on a des élections législatives qui arrivent, qu'elles soient anticipées ou dans 2 ans. Donc, il faut bien que l'Algérie continue à avancer, qu'elle soit gérée, qu'elle continue à marcher. Le temps des révolutions, je pense qu'il est passé. Qu'il est révolu. Et donc, il serait peut-être temps d'avancer. Bon, maintenant, préjuger des bons sentiments ou des mauvais sentiments du président de la République qui vient d'être élu et de l'équipe qu'il a désignée pour faire avancer ce projet. Je pense qu'eux aussi ont autant conscience que les autres de la nécessité de faire passer l'Algérie à une démocratie réelle, de réhabiliter les partis politiques. De faire aboutir toutes les réformes aussi. De surtout réhabiliter l'action politique et les partis politiques, parce que là, on a des partis politiques qui sont vraiment discrédités et on n'arrive pas à avancer. Quand on voit le niveau d'abstention réel ou affirmé, il est énorme, que ce soit pour une présidentielle ou pour les législatives et les locales. C'est pas la faute des partis politiques. C'est la faute de qui? Il n'arrive pas à mobiliser. Pourquoi tu veux disculper le président de la République? Mais je ne discute pas. Lui-même, il a été élu, 50% des Algériens. C'est ce que je suis en train de dire. Parce que ces réformes politiques, elles ont été vidées de leur substance. Je suis en train de dire exactement. Il a promis, il n'a pas fait. Je suis en train de dire exactement ça. Je dis le niveau d'abstention est tel, que ce soit pour la présidentielle ou les législatives, qui fait que le discrédit est jeté sur toute la classe politique. Je le répète. Pas uniquement la classe politique. Toute la classe politique. Et il me semble que le président de la République fait partie de la classe politique. Maintenant, sauf si on n'a pas, sauf si il est président du FLN. Le FLN est un parti politique algérien. Donc il me semble qu'en tant que tel. C'est mieux de le dire, le président de la République, c'est mieux. Il ne fait pas partie de la classe politique. Mais tu sais très bien, c'est le président de la République. Il faut le respecter, c'est une institution. Il est responsable de l'échec. Ok, il faut le dire. L'institution, c'est une chose. C'est une institution. L'institution est une chose. Abdelaziz Bouteflika, président de la République, est autre chose à mes yeux. Quoi? Il est quoi? Est autre chose à mes yeux. La présidence de la République en tant qu'institution, c'est une chose. Le président de la République, c'est autre chose. Et le président de la République en tant qu'acteur politique fait partie de la classe politique. Il est critiquable au même titre que tous les autres acteurs de la classe politique. Il a une opposition en tant qu'acteur de la classe politique. Donc il est membre de la classe politique, il ne faut pas l'en exclure. On peut exclure la MP et le MDN, d'accord, mais on n'exclut pas le président de la République qui mène une action politique tous les jours. Non, c'est pas que je... Attends, tu m'as très très mal compris alors. Moi, j'irais même plus loin en te disant le président de la République est le premier responsable avant la classe politique. Pourquoi? Parce que c'est, encore une fois, je reviens à ma première idée de tout à l'heure, pour moi, selon moi, depuis 15 ans, il a incarné l'hyper-présidence. Il n'était pas uniquement un 3/4 de président, comme il a dit en 99. Aujourd'hui, il est président et demi. Vous voyez, même l'armée maintenant, on est incapable, ce DRS, armée et tout ça. Le président de la République, il a tous les leviers de commande. Il a tout promis. En 15 ans, il n'a pas fait grand-chose. Je suis désolé. Jusqu'à présent, on te dit qu'en 2014, on dit que le prochain projet du président de la République, c'est d'aboutir à un état civil. Bonjour. 15 ans plus tard, vous parlez d'état civil. Mais franchement, s'il me faut 15 ans pour faire avancer une démocratie dans un pays, pour arrêter la fraude électorale par exemple, pour ouvrir les médias, les libertés, pluralisme médiatique, un véritable pluralisme médiatique, et éviter de faire des coups d'État organiques dans des partis politiques, je suis désolé, c'est pas...
Je suis déçu, mais franchement, 15 ans. Il y a des chefs d'État qui ont fait en 5 ans des révolutions quasiment. Mais je suis désolé pour mon pays parce qu'on a une tradition quand même. En 90, l'Algérie, bon, c'est vrai que malheureusement ça a tourné au bain de sang, mais il y a des gens qui disent que l'Algérie, le peuple algérien, c'est un peuple immature encore pour la démocratie. Je suis désolé. C'est une tentative d'infantiliser ce peuple. C'est un peuple extraordinaire. Vous voyez par exemple les chaînes de télévision. Ça a commencé il y a à peine une année. Là, c'est une explosion. On a découvert de très bons talents dans ces chaînes privées. Il y a des correctifs à apporter, il y a un peu d'amateurisme. Mais globalement, on a trouvé quand même du génie algérien, ça existe. C'est pas je ne dis pas comme ça par je sais pas moi. Voilà, mais il y a du talent en Algérie. Il y a des gens qui savent ce que c'est que la démocratie. On est à l'ère des réseaux sociaux et des nouvelles technologies. Il ne faut pas infantiliser, dire que l'Algérien n'est pas encore accessible à la démocratie. Non, je suis désolé. C'est comme si c'était moi qui le disais. Mais encore une fois, on n'infantilise pas le peuple algérien, vous m'infantilisez. Donc, c'est pas le propos. Le propos n'est pas dans le génie du peuple ou le génie de Mme Hannine ou dans le tien. Le propos, il n'est pas là. Le propos, il n'est pas est-ce qu'ils sont mûrs pour la démocratie ou pas mûrs. Le propos, c'est que la démocratie, c'est des actions au jour le jour et qu'il faut pouvoir les tenir. C'est ça. Il faut que quelqu'un qui a été reconnu coupable de corruption soit emprisonné, etc. Que quelqu'un qui a commis un acte pédophile soit emprisonné, condamné, et ainsi de suite. Celui qui a été responsable d'une manière politique et directe et qui a perdu ses droits civiques n'ait plus le droit à la parole politique. Il n'a pas payé ça. Le président n'a pas fait ça. Si, la charte portant réconciliation nationale interdit aux acteurs responsables du bain sang des années 90 d'avoir leurs droits civiques et de participer à la vie politique. Maintenant, vouloir les réintroduire, c'est une autre démarche. Maintenant, s'il faut tout effacer et qu'on remette les comptes à zéro et qu'on redémarre avec une Algérie nouvelle, je ne sais pas, ça veut dire que je n'ai pas vécu dans cette Algérie depuis 50 ans. Je vous interromps juste pour qu'on voit ensemble les unes de presse parues cette semaine. Nous avons vu ensemble une de la presse de cette semaine. Quelle lecture faites-vous si on vous demandait de faire une revue de presse de tous les journaux parus cette semaine? Quelle lecture vous faites du traitement de l'information, cette information liée à la Constitution?
Non, la presse est dans le flou parce qu'elle ne connaît ni la mouture, ni il y a les préjugés. Il y a les journaux qui essayent de dire voilà ce qui va se passer suivant ce qui a été décidé par la présidence de la République. Et il y en a d'autres qui essayent d'anticiper ou qui font intervenir des professeurs de droit constitutionnel ou des chefs de partis politiques pour qu'ils puissent exprimer déjà vis-à-vis de l'opinion leur position vis-à-vis de la révision constitutionnelle ou de ce qu'elle doit contenir. Ou quel régime elle doit définir. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore de gros débats autour de la Constitution. Moi je pense que la presse c'est un peu le reflet de la société. Donc comme je le disais tout à l'heure, il y a des journaux qui sont que cette façon de faire de la présidence satisfait. Donc ils sont en train de faire la promotion un peu des informations liées au rendez-vous. M. Ahmed Yahya qui a du bagage. Mais j'ai vu que la majorité ont donné la parole à des spécialistes. Oui, bien sûr, parce que c'est flou, comme le dit Amine, c'est flou. Jusqu'à présent, on n'a pas une feuille de route, un dessin, un plan en Dini, on ne sait pas. Tout ce qu'on retient, c'est que Ahmed Yahya a été nommé par le président. Il va commencer à partir de juin. Il va inviter, encore une fois, comme Ben Salah, il va inviter. Donc aujourd'hui, il va lancer des invitations, il va recevoir du monde, prendre note, et puis voilà. Mais globalement, dans le fond, on ne sait pas grand-chose. Donc la presse, elle s'en tient à cette hausse qu'on jette comme ça. Après, c'est en fonction des lignes éditoriales, en fonction des choix politiques faits par... C'est logique, c'est légitime, chaque journal a ses idées, sa façon de voir les choses. Donc il faut intervenir des gens, en fonction peut-être, c'est orienté encore une fois. Prenez un journal qui est proche de la présidence, donc il fait parler des experts qui épousent cette façon de faire. Chacun et les autres aussi. Sa ligne éditoriale. Oui, absolument. Chacun obéit à je ne condamne personne. Voilà, mais chacun obéit à je suis légaliste et je suis ouvert, il n'y a aucun souci. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'un journal, c'est presque un parti politique, contrairement à ce qu'on dit. L'information, elle est sacrée. Vous devez donner l'information. Elle est sacrée. Le commentaire est libre aussi. J'ai le droit d'être contre. Donc, si je fais parler tel expert, sachant pertinemment qu'il va complètement démanteler ce projet, oui, ça m'arrange, ça me va, parce que c'est ma ligne éditoriale. L'autre, il pense qu'il va faire parler un expert qui un peu conforte la position du régime. Il faut respecter aussi, c'est ça la démocratie. Bien sûr, la ligne éditoriale, elle dicte le contenu d'un journal, n'est-ce pas? Mais encore une fois, malheureusement, moi j'ai le regret de constater malheureusement qu'il n'y a pas suffisamment d'informations sur un événement aussi important, aussi crucial même pour l'avenir du pays. C'est dommage. Au début de la démarche, les autorités les autorités ne communiquent pas beaucoup parce que c'est une stratégie, c'est une stratégie. Moi, je pense, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ça a mal commencé, c'est un faux départ. C'est monopoliser cette révision de la Constitution. Après, organiser un bal, tout le monde, un chassé-croisé à la présidence chez M. Ahmed Yahya. Après, dire, oui, on a ramassé, on a pris en considération tout ça, et oublier que 25 partis politiques n'ont pas participé. Il me semble que ce n'est pas la meilleure recette pour aboutir à quelque chose. Donc je disais que j'espère me tromper. Chaque journaliste obéit à la ligne éditoriale du bon, journal où il travaille. Quand on prend des journaux non militants, en général, on donne la parole aux pros et aux antis pour équilibrer l'article. Si on donne la parole uniquement aux pros ou uniquement aux antis, on a un regard insuffisant, un article insuffisant. C'est ce que fait toute la presse du monde, donc il donne la parole à la droite et à la gauche. Il descend de cloche, comme c'est connu dans les... Voilà, et il laisse le lecteur juger. Sinon, il faudrait qu'on revienne donc à... J'ai aimé une expression de Kamel Daoud sur TV5, sur le plateau de votre concurrente TV5, où il expliquait que la presse algérienne, actuellement, en 2014, était comme la presse française à la fin du 19e, où elle était très partisane. Il y avait des clivages importants dans la société française, et donc il y avait une presse anti et une presse pro. On est à peu près dans ce schéma-là. Hélas, le professionnalisme viendra par la suite si la démocratie est installée, n'est-ce pas? J'en viens. Je ne sais pas, je peux placer un petit mot là-dessus. Il ne faut pas faire un reproche. Toi, ce qui me dérange un petit peu, Ami, c'est que toi, tu parles en tant que journaliste, et tu prêches une espèce d'angélisme journalistique. Il ne faut pas être dans cette... C'est très facile de dire qu'il y a des journaux d'opinion, parce que ton journal, il est peut-être proche. Je ne lui reproche pas encore une fois des thèses du président de la République. C'est logique, je n'ai pas de problème là-dessus. D'accord? Et je respecte. Que tu dises que, par exemple, Al-Watan, il est contre la démarche, ok, je ne sais pas, on discute chez nous, Al-Watan. On discute, une conférence de rédaction. Et parfois, non, c'est ce que tu suggères. Je n'ai pas suggéré ça du tout. Non, si tu parles de presse militante, quand tu parles de presse militante, quelle est cette
presse militante. Tu fais allusion à qui? Moi, je suis là, je représente pas. Je suis un journaliste d'Al Watan, forcément, je suis dans la cible, au même titre que peut-être Liberté, peut-être un autre journaliste, tout ça. Mais c'est des individualités. Chacun est responsable de ce qu'il écrit. Maintenant, à Al Watan, je peux te certifier qu'il y a un débat à Al Watan et que Hassan Wali n'écrit pas sous la dictée. Ça, je peux te le certifier. Et je n'ai pas besoin de le dire publiquement. J'assume totalement ce que j'écris. Mais maintenant, prendre un point de vue, c'est-à-dire appuyer une démarche, comme le font tous les journaux du monde. Jean-François Kahn, vous voyez la presse française, vous avez parlé tout à l'heure. Chaque journal, il a son point de vue. En 2008, New York Times, il te dit, moi, je vote Obama. Mais c'est logique. C'est un journal. C'est une institution. Ils orientent l'opinion. Libération, je vote François Hollande. Marianne, je vote François Hollande. Le Figaro, je vote Sarkozy. C'est très normal. Nous, on n'a pas encore atteint ce stade. Moi, je suis journaliste. À travers mes articles, on comprend que je suis à peu près favorable à cette démarche et contre cette démarche. Ben, tant mieux, je suis libre, je suis un Algérien quand même, j'ai le droit. Ce n'est pas parce que je suis journaliste que je ne serai pas d'accord avec X ou Y, mais ça ne veut pas, je ne suis pas organiquement lié à ce parti politique. J'ai juste, encore une fois, nos courbes se croisent tout simplement. Et je ne te reproche pas d'être partisan je vais en parler de la deuxième partie de l'émission, le deuxième sujet de cette émission, qui va être consacré à la mise en place. Le président de la République qui demande la mise en place sans délai, je cite, de l'autorité de régulation de l'audiovisuel et de l'autorité de régulation de la presse écrite. Qu'attendons-nous de cette autorité en tant que gens des médias? Déjà, ça permettrait d'avoir des télévisions algériennes, parce qu'on ne les a pas encore. Elles sont toutes de droit étranger. Bon, ça nous permettra déjà d'avoir des télévisions de droit algérien et qui paieront leurs impôts en Algérie, les cotisations sociales de leurs employés en Algérie et qui offriront des produits 100% algériens, enfin je l'espère du moins. Sur l'autorité de la régulation de la presse écrite, je ne vois pas ce que ça veut dire en fait. L'autorité de régulation de la presse écrite, je n'ai pas compris moi sa création, son instauration, etc., à quoi elle peut bien servir. C'est un filtre. Qu'est-ce qu'elle va réguler? Le tirage, elle va réguler la pub. Si c'est la commission de la carte, c'est la commission de la carte. Ce n'est pas une autorité de régulation de la presse écrite. Dans tous les pays du monde, la presse écrite est gérée par une direction au sein d'un ministère, et puis point barre. Elle n'a pas besoin d'une autorité de régulation. Tandis que les médias, oui, parce que les médias lourds, qui ont besoin d'une autorité de régulation parce que l'impact est différent, il est immédiat, il y a les images qui sont montrées, il y a la protection de la famille, la protection de l'enfance qui doit être prise en compte, c'est tout un cahier des charges qui doit être élaboré, etc. Donc, j'espère et je souhaite vivement que ça se fasse le plus rapidement possible pour qu'on ait, y compris des journalistes de la presse privée, à l'intérieur de ces autorités qui puissent, puisque nos journalistes sont tous courageux, dire s'ils reçoivent des instructions de quelque part, s'ils sont obligés de fermer tel, qu'on n'ait pas l'histoire de Atlas TV qui se répète, etc. Donc tout ce qui peut porter préjudice à la liberté d'expression en Algérie. Donc c'est ce que j'attends de ces autorités-là, même si une pour moi n'a pas grand-chose à faire, c'est renforcer la liberté de presse et de médias et d'expression en Algérie. Hassan? Malheureusement, je constate, c'est bien de réguler un secteur, c'est toujours bien d'organiser, c'est formidable. C'est toujours un plus. Oui, c'est toujours un plus, mais je rappelle que ça fait 3 ans quand même. Le président de la République a mis 3 ans de retard. Il a annoncé ça dans son discours du 15 avril 2011. On est en 2014. 3 ans. 3 ans, il n'a pas pu installer ses commissions. Ensuite, une autre remarque, c'est que quand on voit la composition de ces 2 commissions, elles n'ont pas été encore installées. Mais je connais les textes fondateurs de ces commissions, il est dit. Je crois que c'est 12 membres. Mais les noms ne sont pas encore connus. Oui, mais 12 membres, 9 membres. 7 membres élus. 7 membres 14 membres, 7 membres élus. 7 membres élus. Mais il y a au moins 9 membres qui sont désignés, 7 membres qui sont désignés par le président et le président de la PN du Parlement. Vous voyez un peu le rapport de force. Amine disait, qu'est-ce qu'elle va faire cette commission? La commission, on lui a donné un grand rôle. Elle peut décider même, c'est lié à la publicité, c'est lié à les histoires de diffamation et tout ça. Le marché de la pub notamment, c'est un puissant régulateur, tu sais très bien. On peut étouffer facilement un titre et renflouer un autre. Des avertissements, de différents moyens de faire pression. Et quand je vois que pour vous, ça sera un moyen de faire de pression. Malheureusement, c'est bien d'avoir une commission. Je ne suis pas contre, par principe,
une commission de régulation, c'est une bonne chose, mais j'aurais aimé que ce soit les professionnels. Il va y avoir l'administration, mais les professionnels doivent être, c'est eux-mêmes. Elle sera composée par des journalistes, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Non, mais la moitié c'est l'administration. Elles seront composées par des journalistes qui justifient d'un minimum de 15 années d'expérience. Qu'ils soient désignés par le président de la République ou par le président de la PN ou par le président du Conseil de la Nation ou qu'ils soient élus par les membres de la corporation, ce sera des journalistes. Ce sera des journalistes que le président va désigner et le président du Parlement va désigner. Je ne suis pas d'accord. Tu mets la moitié, sur 14 membres, tu mets 7 désignés par le président. Après, il suffit d'acheter deux autres journalistes et tu as la... Donc, je préjuge... Toi, tu ne défends pas la liberté d'expression, je suis désolé. C'est une approche du pouvoir que tu as. Est-ce que je préjuge de l'honnêteté de mes confrères? Est-ce que je préjuge de l'honnêteté de mes confrères? Je préjuge des mauvaises intentions du pouvoir, tout simplement. Les mauvaises intentions, oui, je présage. Ce n'est pas les confrères. Après, oui, c'est les confrères qui composeront cette instance. Après, les journalistes, ils ne sont pas des super citoyens. Bien sûr qu'il y a des journalistes qui peuvent vendre leur âme au diable pour un sou. Tu sais très bien. On peut se déshabiller devant les AG1 et dire que dans la presse, il y a des journalistes qui n'ont de journalistes que le nom, malheureusement. C'est ça, malheureusement. Il y a des journalistes qui se sont enrichis, alors que c'est un métier où on ne peut pas s'enrichir dans ce métier. Malheureusement, il y a des journalistes du jour au lendemain, en 2 ans, ils changent complètement. Pas normal. On a acheté des journalistes. Il y a des journalistes qui vendent des interviews. Ils les vendent. Ils font des interviews, ils les vendent à des gens qui ne savent pas. Ça sera peut-être le rôle de l'autorité de régulation de pencher aussi sur tout ça, n'est-ce pas? Bien sûr, mais tout ça, oui. C'est l'autorité de régulation qui veillera au respect de l'éthique, non? Encore une fois, je rappelle que le Conseil d'éthique n'existe plus depuis 2004, c'est ça? Le Conseil d'éthique, justement, j'y arrive. Alors, non seulement le pouvoir veut s'assurer sa mainmise sur ces 2 commissions audiovisuelles et presse écrite, mais en plus, il était prévu, dans le discours du président de 2011, il était prévu d'installer une commission de déontologie. Mais comment se fait-il que c'est le pouvoir qui va m'installer le conseil de déontologie? C'est comme l'ordre des médecins, c'est eux-mêmes qui font ce conseil. Est-ce que vous pensez que c'est parce que la presse est mal organisée? Il faut le dire. Oui, je suis d'accord. On peut parler de ça. La presse n'a pas su s'organiser, alors bien sûr qu'il faut... C'est un secteur à... Vous nous invitez à discuter de ce que proposent les autorités, le gouvernement en général. D'accord. Mais après, si vous voulez qu'on parle de la presse, l'état de la presse, y compris la presse privée, je suis tout à fait disposé à en parler, à boire et à manger. Je ne suis pas là pour plaider la cause de la presse privée. On n'est pas là aussi pour faire le procès de nos confrères. Oui, on a d'immenses problèmes. C'est une gestion, je dirais même amateur des journaux privés. On crée un journal comme on crée une petite sandwicherie. Le patron, il s'assure de 3 pages de pub, 2 millions de dinars, et puis il ne paye pas ses journalistes. Des journalistes qui n'ont de journalistes que le nom, ils n'ont ni cursus. Il y a des journalistes qui n'ont même pas fait le lycée. Oui, donc malheureusement, on voit ça. Il y a 130 titres en Algérie, mais quand on voit la qualité, ça laisse trop à désirer. Est-ce que vous ne pensez pas justement que c'est tout ça qu'aura à faire le Conseil de régulation? J'espère. Autorité de régulation. Moi, j'aime bien aller avec des préalables favorables et après être déçu. Et j'espère que Hassan qui part avec vous ne faites pas de procès d'intention. Un préalable pessimiste sera satisfait à la fin de l'étape. Maintenant, c'est complexe parce que c'est très très complexe. On oublie que la majorité des journalistes, c'est des journalistes de la presse publique. Quand on compte la radio, la télé, et les 4 titres, les 6 titres de la presse publique. C'est une armée mexicaine. Ouais. Il y a énormément de journalistes. Donc, ils ont énormément de journalistes. Il y a 48 chaînes de radio locales, des chaînes spécialisées, etc. Donc, on va voir quelle sera la place de... Parce qu'on a le préjugé défavorable vis-à-vis de nos confrères du secteur public, alors que j'en ai connu quelques-uns qui sont honnêtes et courageux. J'en ai connu quelques-uns qui étaient honnêtes et courageux. On verra, une fois qu'ils seront sur place, qu'ils soient désignés par le pouvoir en place ou qu'ils aient été élus par leurs confrères, comment ils vont travailler et quelles seront leurs capacités à dénoncer s'il y a des pressions qu'ils subissent. Parce que c'est important aussi. Donc le choix sera aussi important, donc on verra bien. Non, moi je maintiens ma position. Pour moi, encore une fois, c'est aussi bien pour la révision de la Constitution que ces commissions
En Algérie, quand il y a un problème, on crée une commission pour le noyer. Donc moi, j'attends pas grand-chose en fait de ces commissions parce que le président de la République nous a habitués à ces coups fourrés. À chaque fois, il nous promet quelque chose et finalement, c'est la montagne qui accouche du souris. Mais là, il a précisé que ces commissions, que ces autorités devaient être mises en place sans délai. Sans délai. En 2011, il a dit sans délai. On est en 2014, 3 ans de retard. Donc sans délai. Il avait dit sans délai en 2011. Oui, en 2011. Oui. Le 15 avril 2011, relisez, très bien. Moi, parce que j'ai traité le sujet. Donc il a proposé, on a tout de suite épluché ce qu'il a dit, la composition des commissions. On a dit 7 seront élus, mais finalement rien. Donc pour moi, il me semble que la loi sur l'audiovisuel qui prévoit, il me semble, juste pour rectifier un petit truc avec mon ami, c'est que la loi sur l'audiovisuel a été adoptée en janvier. Et c'est elle qui prévoit l'autorité de régulation. Absolument, absolument. Le code de l'information a été... décembre dernier. Pourquoi ça n'a pas été fait avant? Donc légalement, ces deux autorités ne pouvaient pas être mises en place avant l'adoption des deux lois. Non, mais je comprends, mais pourquoi il n'a pas fait adopter ces lois avant 2011, quand elle me dit sans délai? J'aimerais bien croire. Je lui rappelle juste qu'en 2011, c'était sans délai aussi. On a eu 3 ans. Après, on peut avoir le 4e mandat avec ça. Peut-être de janvier 2020 ou je ne sais pas quoi. Ben, j'espère. Après, bien sûr, il y a des choses à dire sur la composition, encore une fois, de ces commissions. Je ne fais pas très confiance. Ça ne veut pas dire, comme tu l'as dit tout à l'heure, les confrères du secteur public. Moi, je n'ai pas de problème là-dessus. Tout le monde, c'est des amis, journalistes, presse publique, francophone, arabe. Je n'ai pas de problème. Et je n'ai pas d'arrière-pensée par rapport à la moralité, à la compétence des gens de la presse publique. Moi-même, demain, qu'est-ce qu'on fait? Demain, je peux me retrouver à l'UNTV ou à Al-Moudjahid. Je n'ai pas de complexe là-dessus. Mais je parle de la manière dont ça va se faire. Pourquoi le président du Parlement va-t-il choisir un membre de la commission de régulation de la presse écrite? En plus, quand je dis ça, pour moi, c'est structuré politiquement. Il y a une cohérence dans ce que je dis. Parce que le Parlement ne représente pas grand-chose, et tout le monde le dit, y compris le président de la République. S'il était vraiment un vrai Parlement élu démocratiquement, oui, on peut lui confier n'importe quoi parce qu'il en est capable. C'est l'émanation du peuple. Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est un autre débat. Oui, c'est un autre débat. Là, vous détournez le débat. Qui mérite débat. Exactement. Donc, merci d'avoir été avec moi ce soir. Je vous en prie. C'était court, 1 heure. C'était pas. Je vous en prie. J'espère qu'on se reverra une autre fois. Inch'Allah. Bien sûr, bienvenue sur Beurre TV quand vous le voulez. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous pour ce numéro de Médias Croisés. Je vous redonne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Merci.